Bonjour les amis, vous êtes avec les Gilets jaunes constituants Pays de l'Europois et Pays de l'Étampois. Nous sommes avec Fadi Kassem et nous allons parler du fascisme et de l'autoritarisme. Qu'est-ce que c'est? Nous allons commencer par 3 citations. Une citation de Salazar, le dictateur du Portugal, sur l'autoritarisme. Nous allons après poursuivre par une citation de Koudenov Kalergi, l'aristocrate, oligarque, mondialiste des années 20-30, sur le fascisme. C'est une sorte d'ancêtre de Macron, pour faire simple. Et puis, on va continuer par, en introduction toujours, par une citation de Bertolt Brecht, qui était un intellectuel allemand antifasciste des années 30. Donc ça va être en introduction. La première partie sera l'histoire italienne du fascisme. La deuxième partie sera les caractéristiques. En quoi se caractérise le fascisme. Troisième partie, où est le fascisme actuellement? Et puis quatrième partie, transhumanisme et fascisme. Voilà. Ça renvoie à un problème, on parlera de l'esthétique du corps, parce que dans le fascisme, il y a une vraie réflexion sur l'esthétique du corps. On en reparlera. Eh bien, écoute, on commence par l'autoritarisme avec Salazar, le dictateur du Portugal. À toi. Alors, Fadi Kassem, prof d'histoire, passionné d'histoire, et puis ancien de Sciences Po. Donc je connais bien la maison. Je connais bien la façon de penser aussi dans la maison, enfin les façons de penser, si on peut appeler ça penser. Pourquoi déjà utiliser les deux termes, et même si on insistera plus sur fascisme? Parce qu'en fait, souvent on utilise un peu tous les termes comme ça, dictateur, fascisme, machin, on ne sait pas trop de quoi on parle. La différence entre l'autoritarisme et le fascisme, elle est très simple, et c'est António Salazar qui a été dirigeant de ce qu'on a appelé l'Estado Novo, l'État nouveau au Portugal, qui la donne parce que lui ne se définit pas comme fasciste, mais il revendique être autoritaire, autoritariste. Il explique que le nationalisme de l'État nouveau, l'Estado Novo, n'est pas et ne pourra jamais être une doctrine d'isolement agressif, idéologique ou politique. Donc on voit déjà qu'il ramène le fascisme à de l'isolement agressif. Car il s'incorpore, comme d'ailleurs toute notre histoire, dans l'œuvre de coopération amicale avec les autres peuples. Nous le considérons aussi éloigné du libéralisme individualiste, né à l'étranger, donc ça c'est très clairement le libéralisme à la noix, et de l'internationalisme de gauche que d'autres systèmes théoriques et pratiques nés aussi à l'étranger par réaction contre eux. Là, il tape sur le communisme. Cependant, il faut éloigner de nous la tendance à la formation de ce qu'on pourrait appeler l'État. Parce qu'on verra que c'est ça qui fait le propre du fascisme. L'État qui subordonnerait tout sans exception à l'idée de nation ou de race par lui représentée, en morale, en politique et en économie, se présenterait comme un être omnipotent, principe et fin de lui-même, auquel devraient être assujetties toutes les manifestations individuelles ou collectives, et pourrait donner naissance à un absolutisme pire que celui auquel les régimes libéraux avaient succédé. Un État pareil serait essentiellement païen, incompatible par sa nature avec le génie de notre civilisation chrétienne. Donc, pour bien résumer ça, parce que c'est assez long ce que j'ai dit, l'autoritarisme rejette la toute-puissance de l'État, l'État absolu en quelque sorte, je dirais même un État omnipotent, c'est l'expression qu'il a utilisée, autrement dit qui nie les êtres humains. C'est important parce que le fascisme nie les êtres humains par définition. C'est un État dans lequel, alors lorsqu'il parle de coopération entre les êtres humains, dans l'autoritarisme, ça renvoie aussi à l'idée de corporatisme, ce qui existait au Moyen-Âge en fait. Il faut être très clair par rapport à ça. Et l'autoritarisme, va mener une chasse contre à la fois, alors les fascistes certes, mais surtout les libéraux. Les libéraux qui de toute façon souillent tout en termes de corruption, etc. Et puis aussi contre le communisme, parce que le communisme est perçu comme un ennemi de l'autoritarisme. Donc c'est quelque chose qui remet en cause les libertés individuelles, collectives éventuellement aussi, certainement, mais sans aller jusqu'à la disparition de l'être humain en tant qu'individu doué d'une raison, etc. Alors que le fascisme, et là j'insiste dessus, le fascisme estime qu'il n'y a pas d'être humain libre, il n'y a pas d'être humain tout court. Alors là on est directement, on va parler de... Sur les caractéristiques après. Voilà, on va commencer par parler de l'histoire du fascisme, c'est né en Italie. Ouais. Est-ce qu'on peut, sur les symboles, fascisme ça vient de faisceau. Ouais. Donc c'est faisceau du ligueur, c'est ça, le licteur, ouais, c'était en fait l'espèce de garde rapproché qui entourait les magistrats romains dans l'Antiquité et qui avait un gros bâton, une espèce de gros bâton si j'ose dire, où il tapait
si jamais il y avait des menaces vis-à-vis des magistrats, donc il tapait sur la foule. Alors ce qui est vrai, c'est que les faisceaux vont être assimilés symboliquement à la République sous la Révolution française. Est-ce qu'on a ça dans les armoiries de la République française? Oui, en effet, mais c'est pas du tout la même logique. Il faut comprendre que la République romaine, c'est le régime en place, mais de manière, j'ai envie de dire, pluriséculaire, sur plusieurs siècles. Donc c'est un régime qui s'établit et qui doit perpétuer son existence, alors que sous la Révolution, la République naît en 1792, elle fait référence clairement à des éléments, des symboles de l'Antiquité, ça c'est incontestable, le bonnet phrygien, tous ces machins-là, et il ne faut pas oublier que c'est un contexte de guerre. Avant que la République naisse en France, la guerre a éclaté 5 mois avant, donc c'est une question de vie ou de mort. Je rappelle d'ailleurs à ce sujet que la devise de la Première République, qui est la vraie devise de la République, originellement, c'est le titre complet, c'est « Unité et indivisibilité de la nation », liberté, égalité, fraternité, ou la mort. On est dans un combat à mort. Et forcément, les symboles qui vont être utilisés, comme par exemple le faisceau de combat, c'est comme ça que c'est perçu comme un combat pour se défendre contre les attaques, parce que c'est ça qui se passe. La France est envahie de toutes parts à l'époque, il ne faut pas oublier. Elle est envahie par l'Autriche, par la Prusse, par l'Espagne, par l'Angleterre, surtout à partir de 1793 en l'occurrence. Donc c'est une lutte à mort qui est engagée. Une fois qu'on a dit ça, le fascisme italien, quand il naît, alors officiellement en mars 1919 avec les faisceaux de combat, c'est Mussolini qui fonde ça, en réalité il puise dans des dynamiques idéologiques notamment qui existent déjà depuis le milieu du 19e siècle et qui n'existent pas qu'en Italie, elles existent aussi en France. Je le dis parce qu'il y a un historien israélien qui s'appelle Zev Sternhell, S-T-E-R-N-H-E-2-L, qui a démontré que le principe de ni droite ni gauche, l'idéologie fasciste en France, c'est le nom de son ouvrage, naît finalement à la fin du 19e siècle en France sur quelle base? Sur des bases très simples, sur des bases de rejet de la raison, sur des bases d'anti-égalité. Et en Italie, si on revient sur l'Italie, après la Première Guerre mondiale, il y a une grosse frustration nationale en Italie. Il y a la peur de la Révolution rouge, de la révolution communiste en quelque sorte, et donc ce sont les grands propriétaires terriens, la grande bourgeoisie, les banques naturellement, les grands industriels, ah bah oui évidemment, ah bah, oui, les oligarques vont se décider à armer les fascistes après que les fascistes eux-mêmes aient renoncé à quelques mesures sociales, parce qu'au départ, dans un premier temps, les fascistes se présentent avec un programme soi-disant révolutionnaire. Par exemple, ils voulaient taxer, ils voulaient même confisquer les biens de l'Église au départ. Mussolini. Il voulait taxer les riches, etc. Puis il se rend compte que ça ne marche pas pour accéder au pouvoir, puisque l'oligarchie refuse. Donc il y a un deal qui est passé, pour faire simple, on abandonne ces principes-là, et on va servir de bras armés pour empêcher tout mouvement de révolte, de révolution même populaire, agricole, industrielle, etc., enfin ouvrière, paysanne, etc., pour empêcher la perte des terres, la perte des usines. Et Mussolini devient un bras armé de l'oligarchie, qui lui permet d'accéder au pouvoir. Il y accède en octobre 1922 après ce qu'on appelle la marche sur Rome. Alors, là, c'était la partie historique. Au niveau des caractéristiques du fascisme, alors, tu as dit une pensée anti-raison, anti-raisonnable, basée sur des pulsions primaires et bellicistes. Ouais, vraiment. Sur la peur aussi. Ah, clairement. La pensée primaire, les pulsions primaires, c'est avant tout la peur, ce qu'on voit à la télé. Et on est dans une dialectique de peur perpétuelle, parce que quand on a peur, c'est plus raisonnable, les réactions ne sont plus raisonnables. Regarde, Castex dit, moi j'étais contaminé par mon enfant. Oui. Et il le dit à la télé pour que finalement les gens poussent. Alors on a des témoignages d'enfants qui sont à double tour dans leur chambre parce qu'ils ont été cas à contact, ou même dans les familles, il y a une folie en fait, parce que les parents voient la télé, ils enferment les enfants à double tour, ils n'ont pas le droit de sortir, ils n'ont pas le droit de voir leurs amis, rien, même avec les distances, les masques, ce que tu veux. Quand tu fais vivre la population dans la peur, tu sors de la raison. Et là, c'est le lit du fascisme. Alors, il y a d'autres choses qui font le lit du fascisme. Donc, cette pensée anti-raison, pulsion primaire, belliciste. La guerre. La guerre. Je vais revenir sur ces premiers éléments. Oui, il y a un rejet de la rationalité. Il y a un rejet de la raison humaine. L'être humain, il se caractérise quand même par sa raison, par son cerveau.
Et clairement, les fascistes jouent, tu l'as très bien dit, sur la peur. Mais la peur, alors évidemment, ça dépend de... Là, il y a la peur que tu as citée. Il y a la peur de perdre son petit bout de jardin, en accusant les rouges de vouloir faire perdre leur bout de jardin. Bref, on joue sur cette peur-là. Voir la peur des non-picousés. Oui. Tu vois, il y a encore l'épidémie, la pandémie, parce qu'il y a encore 6 millions de personnes qui ne veulent pas se faire l'injection expérimentale. Par parenthèse, ce qui est quand même incroyable dans cette histoire, c'est qu'on essaie de faire croire, quel que soit le choix des gens, qu'ils se fassent vacciner, non vaccinés, mais ce que l'on dit, c'est que si vous êtes vacciné, c'est terminé, vous êtes protégé à jamais. Mais pas du tout. C'est n'importe quoi. Ça n'a jamais été le cas. D'ailleurs, ça n'a jamais été le cas dans le fond. Le problème, c'est que un gouvernement qui obéit progressivement à une logique fasciste, c'est un gouvernement qui joue sur la peur, qui joue sur l'absence de réflexion, sur l'absence de raison, qui va au passage commencer à bien tirer sur les opposants, progressivement. Et c'est clair qu'il y a une dynamique aussi qui est vraiment, j'insiste, sur la négation de l'être humain. D'ailleurs, c'est ce que disait Mussolini. Tout est dans l'État, et rien n'existe hors de l'État. Il n'existe rien en dehors de l'État. En tout cas, pas d'être humain, pas d'individu, etc. Donc l'être humain se voit dépossédé de ce qui fait son essence, c'est-à-dire sa raison, sa capacité critique de réflexion, etc., etc. Et puis sur la guerre, oui, parce que les fascistes ont une logique belliciste, c'est-à-dire qu'ils sont à la conquête de terre, incontestablement, parce que pour eux, au passage, ils ont une lecture de l'histoire qui est en fait une mauvaise transposition de Darwin. Et en fait, ils partent du principe que la nature, c'est que la guerre entre les faibles et les forts. J'insiste dessus parce qu'on va en reparler de ça après. Ça a des conséquences sociales majeures. Seuls les plus forts gagnent. C'est la loi de la nature. Bon, ça, ils parlent de ça quand ils parlent des animaux. Sauf qu'ils transposent ça au niveau humain. Alors, il y a aussi une pensée hiérarchique. Justement, on y vient. C'est le fameux darwinisme social. C'est-à-dire qu'on part du principe qu'il n'y a pas d'égalité entre les êtres humains. Il y a une inégalité. Une inégalité, alors sur quelle base ? Souvent, ça a été sur la base raciale, mais ça peut être sur d'autres critères. Regarde Macron, les gens qui sont rien dans les gares. Ah, mais c'est une pensée Regarde Laurent Alexandre, les gilets jaunes. Comment ils nous appelaient des inutiles, des nuisibles, enfin bref. Là même, ils nous rabaissent, en fait, ils rabaissent des millions de personnes à l'état de sous-hommes. Ah, mais complètement. Mais parce que il faut bien comprendre que au-delà du fascisme, dans l'oligarchie, il y a le sentiment qu'il y a des êtres supérieurs, par leur intelligence qu'ils n'ont pas, par leur qualité humaine qu'ils n'ont pas, parce qu'ils ne sont pas humains dans le fond. Bref, ils ont ces sentiments-là, et par conséquent, ils estiment qu'en effet, eux sont supérieurs au reste. Et je vais partir du conte Koudanov-Kalergi, que tu as cité tout à l'heure. Voilà, on va y venir. Alors, pour présenter Koudanov-Kalergi à tous ceux qui nous écoutent, c'est un des grands défenseurs de l'Union européenne dans les années 20. Parce qu'il faut savoir que la construction européenne ne débute pas après 1945 avec les pseudo-pères fondateurs Jean Monnet et compagnie. Ça, ce sont des mythes appris à l'école et que les profs enseignent sans même s'intéresser à la construction européenne historiquement. En fait, ça commence au moins depuis les années 1920. Et Richard Koudanov-Kalergi, c'est un espèce de conte. Alors, lui, c'est vraiment le mondialiste par excellence. Mais oligarque aussi, oligarque. Oui, c'est un aristocrate, cosmopolite, aux origines japonaises, néerlandaises, autrichiennes, je sais pas quoi. Enfin voilà, il arrose les parties de toute l'Europe. Le monde est un hôtel pour lui. Ah oui. Un petit peu comme Attali en fait. Ah oui. Non mais là, on est en plein dedans. Et ce gars, il est mégalomane. Il faut avoir ça aussi en tête. Les fascistes sont mégalos. Ce sont des gens qui vraiment estiment que ce sont des êtres extraordinaires, qui sortent de l'ordinaire, exceptionnels, donc au-dessus de tout le reste. Et là, c'est le portrait de Macron. Qu'ils viennent me chercher, tu te souviens ? Oui. Qu'ils viennent me chercher. Tu sais ce que tu dis par rapport à ça ? Il faut savoir que Mussolini avait fait un discours le 3 janvier 1925, le 3 janvier, un peu de temps après le Nouvel An et le Champagne, et où il assumait l'assassinat d'un député socialiste qui s'appelait Matteotti, qui avait été assassiné 7 mois avant. Il dit tranquillement, c'est moi. Et ceux qui ont un problème, qui viennent me voir, on en discutera. Et il disait qu'il allait établir la paix tranquillement, comme ça, en Italie. Et je dis ça pourquoi à propos de Koudanov-Kalergi, pour revenir à lui ? Parce que c'est un mégalomane qui a publié un certain nombre d'ouvrages et qui, en 1925, publie un ouvrage où il dit la chose suivante. Et c'est important pour comprendre l'idée de hiérarchie. La noblesse du futur reposera sur la qualité, sur la valeur personnelle, la perfection personnelle, sur l'accomplissement du corps, de l'âme, de l'esprit. Si on s'arrêtait à là, dans l'absolu, on pourrait dire, si tout le monde fait ça, sur une base égalitaire, admettons. C'est un peu grec.
Enfin, Oui, voilà. Et il y a l'idée que le corps humain, dans un esprit saint. Voilà, un esprit saint dans un corps saint. Mais ça ne s'arrête pas là. Que rajoute Kalergi? Seule sera libre l'alliance des hommes les plus nobles avec les femmes les plus nobles. Et inversement, les personnes de moindre valeur devront se satisfaire de personnes de valeur moindre. On voit déjà qu'est en train de s'établir, très clairement. Mais c'est pas assez en train déjà de s'établir parce qu'ils ont toujours pensé ça et ça a toujours fonctionné comme ça. Mais ils le théorisent définitivement. Et autrement dit, je le signale, c'est exactement ce que pense Macron quand il parle des gens qui réussissent et des gens qui ne sont rien. Laurent Alexandre aussi. Ah mais de toute façon, c'est typiquement ça. Je veux dire, il y a les gueux, il y a les gens qui sont rien, qui voilà, et ceux qui ont réussi parce que je sais pas, ils ont une Rolex ou n'importe, ce que tu veux. Mais cette logique-là, cette pensée de hiérarchisation, elle est profondément contraire au principe d'égalité et en fait, elle traduit la haine du genre humain. Le seul genre qui mérite véritablement d'être défendu d'ailleurs. Ça, c'est pour le côté wokisme. On en reparlera. Et voilà. On va faire une petite citation de Bertolt Brecht, l'intellectuel allemand des années 30, antifasciste lui, oui. Qui a une vision donc complètement opposée à ça. Comment il articule en fait le fascisme et la démocratie parlementaire, la démocratie bourgeoise, libérale, tout ça. La démocratie, la démocrassouille, comme on la vit actuellement dans la République française. Qui est une fausse république, c'est un truc pourri, corrompu complètement. Où ça vote des lois 60 au milieu de la nuit, où les soi-disant opposants politiques sont trop fatigués pour être là, alors qu'ils sont payés combien 4 500, 5 000 par mois. Enfin bref, qu'est-ce qu'il dit Alors, d'abord, il faut partir d'un principe de base. Et là, j'en profite pour faire un petit parallèle avec les cours d'histoire ou les programmes d'histoire. Quand on prend par exemple le chapitre de 3e, un intitulé de chapitre, c'est de terminale, c'est les démocraties face au régime totalitaire, blablabla. Et on sous-entend que la démocratie et le fascisme s'opposent. Or, Bertolt Brecht, il dit exactement l'inverse au début des années 30 et il sait de quoi il parle parce qu'il est allemand. Donc il voit la montée du fascisme, en l'occurrence le nazisme en Allemagne, et il dit la chose suivante: le fascisme n'est pas le contraire de la démocratie, mais son évolution partant de crise. Alors quand il entend démocratie, on entend parlementaire. Et on précise, oui, ça c'est la citation qu'il a faite, mais il faut préciser, il parle bien de la démocratie bourgeoise, parlementaire, libérale, enfin faussement libérale d'ailleurs. Bon, voilà. Donc sans mandat impératif, bien sûr. Avec la banque qui finance ses pions, etc. C'est ça. Et en fait, pour bien comprendre ça, parce qu'on pourrait dire c'est quand même curieux, non, pas du tout. Pourquoi ? Parce que en fait, quand le système économique, quand l'ordre économique se porte bien, que les profits sont là, que les gens râlent pas trop, qu'il n'y a pas trop de chômage, on peut donner l'impression d'être dans une sorte de démocratie libérale, parlementaire, machin, qui tourne bien, alors qu'il y a déjà de la corruption. Mais dès que le système économique est en crise, c'est ça qu'il dit, les types qui soi-disant défendent la démocratie, machin, comme Macron, en fait, ils s'en foutent de la démocratie. Eux, ce qu'ils veulent, c'est sauver leurs intérêts de classe. C'est sauver leurs gros intérêts même, financiers, industriels, bancaires, etc. Donc par conséquent, ils se tournent vers le bras armé. Et le bras armé s'appelle le fascisme, parce que le fascisme est contre, comme je l'ai dit tout à l'heure en Italie, c'est valable en Allemagne, c'est valable partout, contre les logiques révolutionnaires qui veulent changer les rapports de force de production, qui veulent changer les rapports de force économiques. Ils sont contre ça. Eux, ce qu'ils veulent, c'est un ordre hiérarchique. Alors un ordre hiérarchique, soyons clairs, les fascistes détestent la bourgeoisie. Et les bourgeois n'aiment pas trop les fascistes. Mais les bourgeois se disent à tout prendre. Entre des fascistes qui ne remettent pas en cause nos intérêts vraiment de classe et des fous furieux rouges, on préfère les fascistes. Voilà. Ça rappelle ce qu'avait dit le préfet l'allemand à une de nos collègues, bien sûr. Laetitia. Oui. Madame, nous ne sommes pas dans le même camp. Tout à fait. Oui. Est-ce que le préfet l'allemand, porte mal son nom, ça s'invente pas. Hein. Est-ce que tu penses que lui, il aurait des petites tendances fascistes ou pré-fascistes ? Pré-fascistes sans problème, fascisantes. À vrai dire, ce qu'on peut dire, ça ramène peut-être à la question suivante, de savoir où en est le fascisme aujourd'hui. C'est difficile à dire qu'il y a un régime fasciste purement établi aujourd'hui dans le monde. En revanche, il y a ce qu'on appelle de la fascisation. C'est-à-dire que progressivement, des éléments fascistes progressent un peu partout. Et le pire, c'est que même des godillots comme Benoît Hamon, il faut quand même le signaler, même Benoît Hamon s'est ému l'année dernière, en 2020,
de voir qu'on était dans une sorte de situation pré-fasciste. Ben oui, mon gars, sauf que tu y as contribué aussi à ta façon. S'il n'avait pas été aussi incapable et corrompu... Et il y a contribué à sa façon. Mais en effet, l'Allemand, c'est un gars qui sert le fascisme progressivement. Castex, Blanquer, c'est extraordinaire de ce point de vue. Incroyable. Macron, c'est pareil. Ces gars-là, en 2017... pour donner une petite parenthèse personnelle, moi au second tour je me suis abstenu, j'ai même pas voté en 2017. Parce que quand on me disait que Macron était un barrage à Le Pen ou au fascisme, paraît-il, mais je rigolais, je disais mais vous rigolez ou quoi? C'est le tapis brun. C'est le tapis brun pour le fascisme, Macron. Et là, on en a eu la confirmation, là. Et grandeur nature, parce que jamais on n'aurait pu imaginer tout ce qui s'est passé entre-temps. Hein. Donc, en fait, en réalité, on est dans une situation où nous avons des types qui servent la soupe au fascisme, quand bien même ils osent se proclamer comme étant les barrages au fascisme. Voire antifascistes. Ah oui, en plus. Je rappelle au passage, ça, c'est pas trop su forcément, qu'en juin 2018, il y a un néo-nazi ukrainien qui était le président de la Rada, le Parlement ukrainien, qui avait été accueilli par justement, comment il s'appelait, Édouard Philippe, et puis par Macron également, reçu avec les honneurs, pas de problème. Il ne faut pas oublier que BHL avait été aussi soutenir là-bas des groupes. Le bataillon Azov, tout ça. Ouvertement nazi. Bien sûr. Les drapeaux, les croix gammées, la totale. Bien sûr. Pas de souci, BHL il peut dormir tranquille. Évidemment. Et ces gens-là se disent, ouais, on est antifasciste. Pas du tout. Vous êtes le meilleur carburant du fascisme. Et justement, on parlait de carburant du fascisme. Derrière, c'est la banque, parce qu'il faut le financer. Ah, bah, évidemment. C'est l'oligarchie. Oui. Puis d'ailleurs, ça ne surprendra pas de... Si je prends des exemples historiques, si on prend même l'Allemagne nazie, dans l'Allemagne nazie, on retrouve quoi? Hjalmar Schacht. Schacht était le ministre de l'économie. C'est lui qui avait redressé l'Allemagne au moment... Enfin, redressé, façon de parler. L'Allemagne au moment de la crise de l'hyperinflation. Le gars, il était à la tête de la Banque centrale allemande. Voilà. Bon, ben, il y en a des tas, des comme ça. Des banquiers qui financent des grands industriels, mais naturellement. Naturellement, pourquoi? Parce que le fascisme, en réalité, est tout sauf au service du peuple. Non seulement il est antipopulaire, mais j'ajouterais qu'il est même antipatriotique, et j'insiste sur ce point-là. Contrairement à ce qu'on peut croire, les fascistes n'aiment pas leur patrie. Ils la détestent d'ailleurs tellement qu'ils sont prêts à la sacrifier, comme en 1940, lorsqu'il y a eu la collaboration avec l'Allemagne nazie. Les vrais fascistes, eux, ils n'en ont rien à foutre de la France. Eux, ce qui compte, c'est de pouvoir taper contre les ennemis supposés de l'intérieur, et certainement pas les banques d'ailleurs, au demeurant. Et certainement pas l'oligarchie. Absolument pas, d'autant qu'elle aussi, elle s'était bien encroûtée entre 40 et 44. D'ailleurs, les antifascistes font assez peu d'opérations, de manifestations contre la banque Rothschild ou la banque Lazare, à la différence des En tout cas, sur des tas de banques, effectivement, ça c'est incontestable. Ouais. Ou sur le FMI. Hein. Oui, aussi. À Kléber, ils ont une représentation chez là-bas. Alors, transhumanisme et fascisme. Le fascisme, il y a l'homme nouveau. Ouais, il y a cette idée-là dans le... Et ça rejoint un peu d'ailleurs le côté belliciste, en quelque sorte, même pulsionnel. Le fascisme sculpte l'homme nouveau. Il le sculpte, il le représente comme quelqu'un de fort, comme quelqu'un qui va dépasser ses capacités, mais les surdépasser, je dirais même. Une espèce de surhomme, de nouveau surhomme. Bon, à ceci près qu'on aura bien compris que, comme ils sont dans une pensée hiérarchique et même eugénique, disons-le clairement, on élimine les faibles. C'est ça, hein, la logique du fascisme. C'est on élimine les faibles et on ne garde que les plus valeureux, les plus courageux, ceux qui méritent d'être constitués comme des surhommes. Certainement pas nous, les gilets jaunes en tout cas. Non. On n'a pas de place dans leur monde. Bah non, parce que il faut avoir les surcapacités intellectuelles, machin, etc. Selon les fascistes. Tout le monde ne peut pas être Laurent Alexandre, qui nous considère comme des sous-merdes. Transhumanisme, l'homme amélioré, l'homme avec des implants, du silicium dans tous les trous, l'homme surintelligent, surperformant. Alors surperformant pour le bien commun, pour la justice, la dignité, certainement pas. Surperformant pour peut-être payer les intérêts de la dette. Surperformant au travail, j'imagine. Oui, à l'exploitation. Il faut engraisser. Si tu veux, voilà. Là, moi j'insiste sur un point important parce que le fascisme se proclame, va utiliser plutôt des éléments de science, incontestablement. Il va utiliser des éléments technologiques, scientifiques, etc. Mais pas pour finalement améliorer le bien commun, pour mettre en application ces idéologies hiérarchiques, racialistes, si ce n'est raciste, en tout cas anti-égalitaire par définition,
et par conséquent ne va pas hésiter à sacrifier. Et quand je dis sacrifier, c'est au sens physique du terme. Les essais où on se débarrasse des handicapés, des personnes handicapées, des malades mentaux, etc. Voilà. Attends, il n'y a pas longtemps, on a eu ça, nous, sur Lyon, Vincent Lambert. Il y a eu euthanasie, et c'est passé dans les textes de loi. Là, il y a des rumeurs, donc à vérifier, les amis, si vous pouvez vérifier ce qui se passe en Nouvelle-Zélande. Apparemment, si tu es atteint du Covid et que les médecins, donc une autorité administrative, le médecin à l'hôpital, pas ton médecin de famille, déclare que tu es incurable, parce qu'il n'y a pas de traitement précoce, et peut-être du Doliprane, tout cassé. Il n'y a certainement pas d'ivermectine, ni d'hydroxine, ni d'azithro. Apparemment, en Nouvelle-Zélande, ils vont pouvoir te piquer, t'euthanasier. Ça nous ramène aussi à août 2020. La loi mal nommée bioéthique, où une femme peut se... Toute seule. Jusqu'à 9 mois, interruption médicale de grossesse, à cause d'une détresse sociale décelée et déclarée par une autorité administrative, encore l'État, la toute-puissance de l'État, qui va déclarer ton enfant est viable, 9 mois, c'est un avortement médical. Parce qu'elle est en détresse psychosociale. C'est pas de l'eugénisme, ça. C'est pas pavé par des lois iniques l'arrivée d'un fascisme. Ce qui est certain, c'est que moi j'insiste sur un point, le fascisme historiquement n'a pas hésité, bien au contraire, à mener des expérimentations sur les êtres humains, évidemment sans anesthésie et tout, vous en doutez, c'est un truc in vivo, tu et là, souffres, il y a combien de personnes qui sont en train d'expérimenter une expérimentation Pfizer en Moderna? Écoute, ça, en tout cas, on verra les conséquences. Ça, c'est sûr que... ce qui est intéressant de voir dans ce cadre-là... Le consentement, les risques, savoir ce qu'il y a dans ces putains d'injections. Là, de passer au pass vaccinal, c'est déjà un vrai problème. Parce que, déjà, le pass sanitaire était un problème déjà énorme. Mais alors là, le pass vaccinal, c'est assez extraordinaire. On est en train d'exclure de la population 6 millions de personnes à peu près. 6 millions d'adultes. Oui, d'adultes. Tu as bien fait de le préciser. 6 millions d'adultes de plus de 18 ans qui font le libre choix de ne pas être vaccinés. Ce qui est certain, c'est qu'à propos de ces grands groupes, il est regrettable quand même, c'est moins qu'on puisse dire, que ces groupes refusent d'assumer les potentielles conséquences des effets secondaires, etc. Parce qu'ils assumeraient à la limite, ils diraient « oui, il y a possibilité d'effets secondaires, etc. » Paradoxalement, ce serait plus rassurant qu'ils assument. Parce qu'au moins, ils reconnaîtraient qu'il y en a, mais on pourrait dire c'est un petit peu contrôlé. Là, on ne sait pas. Là, on ne sait absolument pas. Donc que les gens refusent de se faire vacciner, c'est tout à fait logique, c'est légitime. On peut comprendre ces peurs-là. Pourquoi ? Parce que derrière, peut se poser cette question, mais ces grands groupes, pourquoi ils font ça ? Pour soigner ? Pour autre chose ? Pour du profit ? Ce qui est certain, c'est que je rappelle que l'été dernier, Pfizer avait par exemple augmenté comme pas possible le prix du vaccin. Il faut savoir que tous ces groupes ont des centaines de millions de dollars d'amende. Pas sur les tribunaux français. Bien sûr. Parce qu'ils ont truqué des études, ils ont menti, et ils ont fait des pressions, etc. Donc là, on n'est pas en face d'entreprises vertueuses. Bien sûr que non. Et puis d'ailleurs, finalement, ce qui se passe en ce moment a démontré le véritable problème du pays. C'est que nous n'avons pas un secteur de santé qui est sous contrôle populaire et démocratique. On a un secteur de santé aux abois, qui est complètement sous le contrôle de grands groupes pharmaceutiques, dont on sait très bien quelle est la préoccupation numéro 1 par définition. Donc on se retrouve dans cette problématique-là. Et d'ailleurs, je signale, puisqu'on parle des vaccins, que curieusement, des vaccins cubains, des vaccins chinois, des vaccins russes, ça n'a jamais été possible de les expérimenter. Même des vaccins bretons. Oui, nantais, à Nantes, effectivement. Voilà. Et à Nantes. Alors Nantes, c'est pas la Bretagne. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Mais, pas loin, disons. Voilà, Anne de Bretagne, la tour. Oui, bien sûr. Sur des virus inactivés, donc des vaccins, on va dire, traditionnels. Alors même s'il y a tout le problème des adjuvants pour conserver, etc., ça c'est encore un autre problème. Mais là, on n'est pas sur la thérapie génique expérimentale, on est sur des virus qui sont inactivés. Donc le traditionnel vaccin, ça, on n'en parle pas. Tu sais, il y a encore un truc plus marrant, je ne sais pas si les auditeurs le savent, mais pas mal de journalistes français, se font vacciner au Spoutnik en Russie, par exemple. Voilà. Juste pour répondre à Noël Brun, qui a encore des petits problèmes à comprendre le sens des mots. Politique, on est éminemment politique parce que dès qu'on est sorti sur la voie publique pour s'occuper des affaires
public. De la cité. De la Police, cité. c'est la cité. Voilà, donc le bien commun, la justice, la dignité, on fait de la politique au sens noble et premier du terme. Et on est partisan de privatif, partisan des différentes coteries, des partis politiques qui sont des structures pyramidales, opaques et autoritaires et qui ne vivent que pour engraisser déjà ceux qui sont financés. Quand elles sont coupées des masses et quand elles dépendent de financements dont on a parlé tout à l'heure. Et qui passent après des lois via leurs députés élus à l'Assemblée nationale à la faveur des groupes qui les ont financés. Et j'en profite pour ajouter une chose par rapport aux commentaires. Je comprends parce que, imagine, j'ai même entendu des maires me dire parfois, mais je fais pas de politique. Je dis, mais qu'est-ce que vous faites alors? Qu'est-ce que vous faites? Par définition, tout est politique parce que tout est affaire de la cité. Mais après, il s'agit de distinguer et de hiérarchiser. Pour le coup, là, il faut hiérarchiser. Alors, politique et partisan, c'est deux choses très différentes. Tout à fait. On fait de la politique et on est partisan du privatif. Voilà les amis, toujours bon de faire quelques petits rappels de sémantique. Ouais. Parce que quand on contrôle et le sens des mots, et là c'était pour essayer de comprendre et mettre sur la table qu'est-ce que le fascisme, parce que tout le monde parle de fascisme. En tout cas, on a des points, une pensée anti-raison, basée sur des pulsions primaires et bellicistes. Ouais, grégaire même, on pourrait dire. On est un peu dedans. Une pensée hiérarchique. Ouais, anti-égalitaire. Une négation de l'être humain n'existe pas, il n'y a que l'État. Et donc voir la dépendance du citoyen par rapport à l'État, le rendre le plus dépendant possible de l'État. Et puis cette évolution vers l'eugénisme. La recherche d'un homme nouveau, effectivement, avec transhumanisme, un surhomme qui finalement ne sera plus un vrai homme, en tout cas plus un être humain. Voilà les amis, force et honneur, on ne lâche rien. À tout à l'heure pour d'autres lives. Ah où